Hello hello, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons partir en Espagne sur la Costa del Sol et je vais vous parler d'une affaire de meurtre. Mais petite précision, ne vous moquez pas de moi car moi et l'espagnol, ça fait 36, on n'est pas les meilleurs amis. Donc si je prononce pas bien les noms en espagnol, ne m'en voulez pas. Alors, installez-vous bien et c'est parti. Rocío Waninkoff est née en 1979. Elle est la fille de Willem Guillermo Waninkoff, un citoyen néerlandais, et Alicia Hornos, originaire d'Espagne. Rocío avait un frère et une sœur. Les parents de Rocío divorcent en 1983 et c'est Alicia qui obtient la garde des enfants. Le 9 octobre 1999, à 17h30, Rocío dit au revoir à sa sœur et sa mère. Elle marche les 500 mètres entre sa maison dans le quartier résidentiel de Mira la Cortigera et la maison de son petit ami où elle est restée jusqu'à 21h30. Rocío repart chez elle pour prendre une douche et se changer avant de retrouver son petit ami et des amis à la foire de Fuengirola, plus tard dans la soirée. C'était la première fois que Rocío faisait le trajet toute seule, car normalement son petit ami la raccompagnait, ou sinon sa mère ou sa sœur venaient la chercher. Le lendemain, inquiète que Rocío ne soit pas rentrée, sa mère et sa sœur contactent le petit ami et les amis. Mais tous disent ne pas avoir vu Rocío à la foire. Bien qu'elle soit inquiète, Alicia décide d'aller se promener pour se détendre avec son conjoint Cirilio. Lors de cette promenade, le couple trouve une paire de baskets appartenant à Rocío, une serviette et plusieurs taches de sang dans un terrain à côté de la route que Rocío a empruntée. Le couple alerte la police qui a bouclé tout de suite la zone et a commencé les recherches avec l'aide de la famille des amis de Rocío et plus d'une centaine de voisins. Il est immédiatement apparu aux policiers que Rocío avait été assassiné, car une traînée de sang a commencé à 1,10 m du trottoir et s'est poursuivie jusqu'à une réserve de sang suffisamment grande pour lui causer la mort. Il y avait aussi des traces de pneus d'un véhicule. Quelques jours après la disparition de Rocío, un chauffeur de taxi s'est manifesté pour dire que dans la nuit du crime à 22h, il avait esquivé un véhicule tout-terrain qui roulait sur la mauvaise voie à l'endroit exact de la route où ont été retrouvées les chaussures. Lorsque le véhicule est passé à côté du sien, il a entendu un cri aigu qui lui a fait peur. Le 16 octobre, les tests ADN ont confirmé que le sang était bien celui de Rocío. Malgré toutes ces preuves, la famille et les amis de Rocío ont déclaré qu'ils croyaient qu'elle était encore en vie. Un couple qui l'a employée comme fille au père a offert une récompense de 2 millions de francs pour toute information utile sur sa disparition. Et une résidente anglaise a offert 10 millions pour son retour en toute sécurité. Le 2 novembre, le corps nu de Rocío a été retrouvé près du club sportif de Los Altos des Rodeos, entre Marbella et San Pedro de Alcantara. Rocío a été défigurée, poignardée 9 fois, partiellement momifiée et presque en état de squelette. L'état avancé de décomposition a soulevé des doutes quant à son identité. Ceci a été attribué à la carbonisation, à la corrosion acide et aux guêpes mangeuses de chair. Cependant, la sœur de Rocío a reconnu certains bijoux, 2 t-shirts et d'autres objets trouvés dans 2 sacs poubelles près du corps qui appartenait à Rocío. Les t-shirts ont été déchirés par les coups de couteau et aucun pantalon n'a été trouvé.
L'autopsie a confirmé qu'il s'agissait du corps de Rossio et a également révélé qu'elle avait été battue, puis ensuite poignardée une fois dans le côté gauche de la poitrine, probablement lorsqu'elle a essayé de fuir. Ce coup de couteau était le plus dommageable, car ça a touché plusieurs organes et artères pulmonaires. Suite à ce coup, Rossio est devenue paralysée ou inconsciente, et sa mort a été rapide. Une fois au sol, elle a été poignardée 8 fois en succession rapide dans le but probable d'assurer la mort. Les blessures ont toutes été causées par la même arme. L'agression sexuelle n'a pas pu être prouvée en raison de la décomposition avancée du corps. Le corps a été laissé au sol plusieurs heures avant que le tueur ne revienne et ne la mette dans la voiture pour ensuite être amené à l'endroit où il a été retrouvé. Il était recouvert d'arbustes et de feuilles d'arbres. La police n'a pas cru que les sacs poubelles avaient été utilisés pour le meurtre, mais qu'ils avaient été utilisés après, car il y avait le numéro 8 dessiné sur l'un des sacs. Ils pensaient également que le tueur connaissait bien la zone où le corps a été laissé, car il était accessible que par un sentier perpendiculaire à la route N240 qui était difficile à voir depuis la route. Suite à la découverte du corps de Rossio, la police se concentre sur la famille et les amis. Même son petit ami est interrogé. Mais tout le monde avait un alibi. Mais en septembre 2000, une femme du nom de Dolores Vasquez est arrêtée après avoir poignardé une affiche de l'avis de recherche de Rossio. Dolores Vasquez a commencé à fréquenter Alicia, la mère de Rossio, en 1982, alors qu'Alicia était toujours mariée au père de Rossio. Un an plus tard, après son divorce, Alicia a emménagé avec Dolores. Elles ont acheté une maison à Malaga et ont vécu avec les 3 enfants d'Alicia. Elles étaient en couple pendant 11 ans et avaient mis fin à leur relation 4 ans avant le meurtre de Rossio. Suite à son arrestation, toute la vie de Dolores a été exposée au monde entier. Le motif avançait que Dolores n'aimait pas Rossio et sentait qu'elle était un obstacle à sa remise en couple avec Alicia. Dolores a été dépeinte comme une femme froide et vindicative. La pression médiatique ne cessait de monter. Sa sexualité a été utilisée contre elle. L'accusation a affirmé que son profil psychologique l'a considérée comme la meurtrière. Mais il n'y avait aucune preuve la liant au crime. L'ADN ne correspondait pas à elle, pas plus que les empreintes trouvées sur les lieux. D'ailleurs, Dolores avait un alibi. Elle a dit qu'elle s'occupait de l'enfant de sa nièce ce jour-là. Mais cela n'a pas eu d'importance. Un jury l'a déclarée coupable du meurtre de Rossio. Elle a été condamnée à 15 ans de prison. Le 14 août 2003, Sonia Carabantes, âgée de 17 ans, disparaît devant chez elle après avoir été déposée par des amis. En sortant dans la rue, sa maman découvre au pied d'un arbre ses chaussures, son téléphone portable et son sac à main. Elle trouve aussi du sang entre la voiture de son mari et celle du voisin, et un phare cassé. Des recherches sont alors mises en place dans l'espoir de retrouver la jeune fille vivante. Mais 5 jours plus tard, le corps de Sonia est retrouvé à quelques kilomètres de chez elle, près de la ville de Monda, dans un ruisseau. Son corps a été recouvert de pierres. La veille, des recherches avaient été faites à cet endroit, mais il avait plu, ce qui a rendu les recherches avec les chiens plus compliquées. Le jour de sa disparition, Sonia était à la foire de Coïne. Elle a quitté ses amis à quelques kilomètres de chez elle, et c'est à ce moment-là qu'elle a été attaquée par son agresseur. Il l'a frappée, la laissant à moitié inconsciente, car l'attaque était brutale. Elle a tenté de se défendre, et il l'a forcée à monter dans sa voiture et l'a amenée à 11 kilomètres de chez elle, jusqu'à un endroit isolé. Et là, il lui a infligé des blessures internes et externes et l'étrangle avec son t-shirt, ce qui a causé sa mort. La découverte rapide du corps permet aux enquêteurs de récolter des indices. Des traces ADN sont retrouvées sur les débris du phare et sous les ongles de Sonia. Et coup de théâtre, l'ADN correspond à celui trouvé sur un mégot de cigarette présent sur la scène du crime de Rossio 4 ans plus tôt.
Le suspect est identifié. C'est un citoyen britannique vivant à proximité et possédant un long casier judiciaire derrière lui. Cet homme s'appelle Tony Alexander King. Tony Alexander King est né en 1967. Il a dit avoir été maltraité physiquement par son frère aîné quand il était enfant. En 1986, alors qu'il était âgé de 19 ans, il a été condamné à 10 ans de prison dans un centre de détention pour jeunes délinquants pour la strangulation non mortelle et l'agression sexuelle de 5 femmes dans le district londonien de Holloway. Une victime a été lancée contre le trottoir pendant l'attaque, ce qui a entraîné une fracture du nez et de la mâchoire. Il a été libéré en 1991 de la prison de H.M. Grendon, où il avait suivi une thérapie pour traiter son comportement délinquant après n'avoir purgé que la moitié de sa peine. Mais il a été à nouveau arrêté 6 mois plus tard pour avoir volé une femme sous la menace d'une arme à feu. Il a été ensuite incarcéré en prison jusqu'en 1996. Peu après sa libération, il a changé de nom, ce qui est autorisé aux personnes condamnées dans des cas de grande notoriété publique au Royaume-Uni. La même année, King épouse Cecilia Pantoja, née au Chili. Il a dit à Cecilia, alors qu'elle était enceinte de 2 mois de leur fille Sabrina, qu'il avait un casier judiciaire pour vol, mais qu'il était obligé car il était pauvre. En août 1997, Tony a menacé une femme hongroise avec un couteau et a tenté de l'agresser sexuellement à la gare de Litterhead. L'agression a été filmée par une caméra de surveillance et après la diffusion de l'enregistrement sur Crimewatch de BBC One, des téléspectateurs ont identifié Tony comme l'agresseur. Un ordre d'arrestation a été émis le lendemain, mais Tony et Cecilia s'étaient déjà enfuis à Malaga et avaient trouvé refuge dans une communauté d'expatriés britanniques. 6 mois plus tard, la police britannique a localisé Tony à Myra, où il travaillait comme agent immobilier, et lui ont demandé de retourner volontairement au Royaume-Uni. Lorsqu'il a refusé, ils ont informé le ministère espagnol de l'Intérieur de la présence de Tony à Malaga. Mais cet avis a été qualifié de faible risque et n'était pas accompagné d'une pétition d'arrestation et d'extradition. Cecilia s'est séparée de Tony en 2000, invoquant des problèmes financiers et sa crainte qu'il ne soit impliqué dans le meurtre de Rossio. Cependant, elle n'a pas signalé ses soupçons tout de suite à la police. Elle l'a fait qu'après la disparition et le meurtre de Sonia. En 2001, Tony a commencé à travailler dans un pub anglais, où il s'est lié d'amitié avec un collègue nommé Simon Brower. Simon a ensuite déménagé et a ouvert son propre bar, employant Tony comme cuisinier, serveur et videur. Tony a ensuite rencontré la concierge de l'école locale, Marilus Gallego. Il a emménagé avec elle et ses 3 enfants. L'appartement se trouvait à l'intérieur de l'école et à côté d'un poste de police. Cependant, Tony n'a interagi avec les officiers qu'une seule fois en 2001, lorsqu'il a été interrogé pour braconnage de lapins. Tony a été arrêté en 2003. Après son arrestation, les tabloïds britanniques ont affirmé que la police britannique enquêtait sur Tony en tant que suspect dans 12 meurtres non résolus de femmes au Royaume-Uni qui avaient eu lieu entre 1987 et 1994. Scotland Yard a rejeté cette information comme une pure spéculation. Cependant, il a été annoncé plus tard que Tony serait interrogé en tant que suspect dans le meurtre de Millie Dowler en 2002. Millie Dowler est une écolière âgée de 13 ans qui a été portée disparue le 21 mars 2002 après ne pas être rentrée de l'école. Après des recherches intenses, son corps a été découvert le 18 septembre à Yateley, Hampshire. En 2005, Tony a été condamné à 36 ans de prison pour la mort de Sonia Karabantes et à 7 ans supplémentaires pour une agression sexuelle non liée qu'il avait commise en 2006. Il a été reconnu coupable de la mort de Rossio Waninkoff et condamné à 19 ans de prison. En 2007, sa fille Sabrina, âgée de 10 ans,
est morte noyée dans la piscine. Après avoir passé 17 mois derrière les barreaux, Dolores a été libérée de prison après que Tony ait avoué les 2 meurtres. Dolores a été exonérée du meurtre de Rocio, mais les cicatrices laissées par le procès la hantaient. D'ailleurs, pendant son incarcération, elle a été placée à l'isolement pendant 3 mois. Elle a expliqué à quel point c'était difficile de vivre en prison pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Elle a souffert d'anxiété pendant son séjour en prison. Ça a même eu un effet négatif sur elle après sa sortie de prison. Personne ne s'est excusé auprès de Dolores pour la façon dont elle a été traitée. En 2008, le ministère espagnol de la Justice a proposé une indemnisation de 120 000 francs, soit moins que les 4 millions qu'elle avait demandé. Dolores a depuis déménagé au Royaume-Uni où elle travaille dans une entreprise de transport. Encore aujourd'hui, Dolores n'a toujours pas reçu d'excuses et n'a reçu aucune compensation puisqu'elle a abandonné l'affaire. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.